Breakdown. Bon, c'est pas mal là, hormis le fait que je grille. Est-ce que je reste comme ça, même si ça a l'air très très bizarre, on a l'impression que je fais une pub pour le t-shirt alors que pas du tout. Oui, on a compris. Konnichiwa, konbanwa. Est-ce que nous commençons officiellement ce podcast? Clap. C'était nul, Oh, c'était c'était horreux. nul. C'était Oh, c'était mauvais. pas du tout ce qu'on appelle un Ah clap. ouais, c'est mauvais, attends. D'accord. Ouh, ça, c'était un clap de Schwarzenegger. Et on en est à quel épisode? Au combienième? Je crois que nous sommes au 5e épisode. Absolument, C'est ça. nous sommes bien au 5e épisode, bravo. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 5e épisode de... Pillow Fight. Alors, évidemment, vous êtes des milliers à nous suivre actuellement et férus de cette émission, de ce concept fortement original et impatients de connaître le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et comme je suis quelqu'un de courtois, je vais laisser mon tendre époux vous annoncer la thématique du jour. Gilles, de quoi allons nous parler? Des films les plus drôles que nous ayons vus jusqu'à présent. C'est vrai? Non, pas du tout. Nous n'avons... Non, alors moi j'ai une question. D'accord. J'aimerais commencer par non mais un truc important, parce qu'en fait dernièrement, alors je l'ai supprimé ce commentaire sur Facebook parce que j'étais crevée, j'en avais un peu ras-le-bol de nettoyer certains commentaires nauséabonds. Et il y en a un que j'ai supprimé, que je regrette d'avoir supprimé, parce que j'aurais aimé que tu répondes tout simplement. Quelqu'un, en voyant le dernier reel que j'ai posté, où je te réprimande quelque peu, où je te demande de te concentrer, a écrit « Ouh là là, il n'a pas l'air très heureux, ce monsieur. On a l'impression, attention, expression qui fâche, que c'est Céline qui porte la culotte. » Alors déjà, Céline ne porte pas de culotte. Dois-je le dire ce soir? Non, je plaisante. Oui, aidez-moi. Sauvez-moi. Un requin. Eh bien, Un c'est requin. Sauvez-moi. En fait, Je il suis est malheureux. enfermé dans notre chambre depuis qu'on s'est mariés. Il ne veut pas sortir. Ouais. Je lui apporte un peu de nourriture. Oui. C'est pour ça que la dernière fois, on avait parlé des burgers, parce qu'en fait, il faut les livrer. Et comme on dit, il faut nourrir son homme. Oui, oui. Donc voilà, il y a des personnes qui pensent que tu es maltraité. Ouais, c'est bien. Ça me fait, ouais, d'accord, ok. Ah, moi, ça Oui, m'a oui, fait rire. Parce que donnez-moi à manger. Aidez-moi. Help. tu es un Please fabuleux help. comédien. Ouais, je sais, non, c'est extraordinaire d'avoir des commentaires comme ça, n'empêche. Ouais, Parce après, que- il manque de contexte. C'est vrai que sur quelques secondes de vidéo, les gens peuvent très vite se faire un avis. Et vous remarquerez que tout le monde n'est pas forcément très curieux. Combien de fois, pour certaines personnes qui vont faire un commentaire, me poser une question ou faire une critique, alors que la réponse, l'info, est dans le texte du post, mais ils n'ont pas pris la peine de le lire. Tout va très très vite en fait. Il y a un côté très instantané et toujours très émotionnel. Et malheureusement, nous remarquerons que, vous remarquerez aussi que sur les réseaux sociaux notamment, les gens vont surtout réagir quand l'émotion est négative et pas forcément positive. Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que tu es capable de switcher très vite, ce que tu as fait naturellement, ce qui était très amusant. J'ai une lumière qui vient sur mon visage. Mais en fait, les gens ne savent pas qu'on fait ça 50 fois par jour, aussi bien toi que moi. Ah ouais, on alterne. Donc en fait, ça m'amène au deuxième point qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on fait de la réalité, on fait une réalité à partir d'un aperçu. Et ça, C'est beau ce que tu dis. oui, mais c'est surtout quelque chose qui est très intéressant à développer. Oui, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Parce que à partir du moment où on a un aperçu de quelque chose, une fenêtre sur un environnement, on est persuadé que toute la vie ressemble à ça. C'est comme là, par exemple, on est dans cette chambre.
dans ce fabuleux studio de tournage, on a une fenêtre qui donne sur la nature. Est-ce que pour autant, l'intégralité du monde est fait de cette nature-là? Non. On a des buildings, on a Dubaï, on a du sable, on a de tout. On n'a pas forcément la nature qu'on a en face de la fenêtre. Et bien, l'année de même pour la réalité de ces personnes-là. Et donc, je vous rassure, chers téléspectateurs, je ne suis pas maltraité, je suis nourri, je pèse 90 kilos environ. J'ai la chance que mon épouse se soit mise à cuisiner d'une bien bonne façon. Et donc tout va bien, rassurez-vous, je ne suis pas sous anxiolytique ni sous antidépresseur ou même neuroleptique. Et quand je t'attache, c'est totalement avec ton consentement. Et inversement. Non, mais c'est important. Oui, c'est vrai. C'est important le consentement. Oui. Mais bon, tu m'attaches, mais il faut savoir pourquoi tu m'attaches. Ah oui, c'est l'histoire de pleine lune, parce qu'on sait très bien que dans ces cas-là, il faut quand même prendre ses dispositions. Donc on le fait avec beaucoup d'amour, de douceur et de tendresse. Pareil quand on se met des low kicks. C'est toujours une histoire de cadre en fait. Mais tu sais, j'aime beaucoup l'expression point de vue. Pour exprimer une opinion, on utilise le terme point de vue, mais tout est dit dans cette expression. Ce n'est qu'un point qui se repose sur une perception. Donc c'est forcément très subjectif. C'est un instantané d'un moment. Et ce qui est dommage, mais là, désolé, hein, ça peut paraître très pédant ce que je vais dire, c'est aussi une histoire d'intelligence, de hauteur, de maturité. Les personnes qui se fondent uniquement sur un instantané pour se faire un avis et rester campées là-dessus, généralement, c'est un peu ce qu'on appelle des vieux cons. Enfin, des cons tout court, j'ai envie de dire. On peut être jeune con aussi. Il y a beaucoup de jeunes cons. C'est ce que disait Brassens, quand on est con, on est con. Qu'on soit de la dernière pluie ou des neiges d'antan, on reste un con. Mais ce que tu dis, c'est vrai, et surtout, ça préfabrique une approche de la vie et de la réalité. Et ça conduit inévitablement au jugement, positif ou négatif, parce qu'à travers ce qu'on voit de la fenêtre, on se dit, bah tiens, j'ai un aperçu plutôt positif de la situation, et donc tout est positif. Ça rejoint la notion d'étiquette qu'on reproche tant aux Français d'ailleurs, parce que c'est quand même un truc très français, de mettre les gens dans des cases. Dans l'esprit anglo-saxon, par exemple, on n'a pas de problème à être multiple, à avoir plusieurs carrières, à avoir plusieurs casquettes. En France, c'est toujours si tu fais ça, tu ne peux pas être autre chose. Là, je dérive finalement vers un autre sujet, mais ça parle quand même à un moment donné de quelque chose qui est un peu restreint, un peu limité. À quoi c'est dû ça, selon toi? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est quand même une spécialité française. Moi, je pense que c'est vraiment par fainéantise et par facilité. Aussi. Par incapacité aussi à remettre en cause son fonctionnement. Et parce que c'est tellement confortable, en fait, de coller une étiquette et de dire tu es typiquement ça et tu ne peux pas être autre chose. Mais simultanément, c'est vachement intéressant pour des gens comme nous qui sommes assez multiples de s'amuser avec ces étiquettes-là ou de les découper comme sur tes petites culottes. De toi parce que j'ai la lumière dans le visage. Ça, c'est ta punchline. Et donc, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir jouer avec cette mentalité-là. Alors après, jouer, ça va bien 5 minutes, mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir des comportements qui permettent de remettre en cause ça. Souvent, les gens me disent, ah ben tiens, chez toi, je vois pas autre chose que le prof de kung-fu. Oui, sauf que à côté de ça, je fais de la moto, je fais de l'aviation, je joue de la guitare, j'écris de la poésie. Tu vois, il y a tout ça est très les arts martiaux. Non, mais si tu veux, j'utilise toute la sensibilité que j'ai pour tous ces différents domaines et ça forme, je vais pas dire ma personnalité, mais tout ça découle de la même racine. Et en fait, on est incapable de s'imaginer qu'une personne puisse être multiple et faire plusieurs choses. Sauf les personnes comme nous. Oui, bien sûr. Moi, on m'a souvent dit que on s'y perdait dans ce que je faisais, qu'il y avait de la dispersion. Je ne nie pas qu'il puisse y en avoir, mais c'est aussi parce que j'ai toujours perçu les activités comme étant complémentaires les unes aux autres. Je fonctionne en termes de constellation, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont capables, comme toi d'ailleurs, même si tu fais plusieurs activités, il y a quand même cette capacité à se fixer et aller jusqu'au bout du truc, à devenir ce qu'on appelle un expert. Et c'est vrai que moi, je fonctionne plus en
en exploratrice, où je vais explorer un point, un autre, je vais y aller à fond, mais je ne vais pas faire ça dans la durée. Mais parce que, en fait, pour moi, quand je passe ma certification de yoga, je bosse mon karaté. Quand je bosse mon karaté, je bosse ma posture de coach. En fait, tout ça va ensemble parce que tout rentre en résonance. Je me souviens d'ailleurs quand je me suis initiée une fois en atelier de calligraphie chinoise et que c'était une période où je pratiquais du massage bien-être. J'avais eu un gros déclic, je m'étais dit mais putain c'est dingue en fait, le massage c'est comme la calligraphie, ce n'est qu'un mouvement continu, une histoire de posture, de respiration, de connexion à ce qu'on fait et finalement un massage peut devenir une forme de poésie, ça devient une forme de mélodie donc moi c'est ce que je trouve beau dans le fait de pouvoir explorer plein de choses et puis surtout c'est une chance. Mais certaines personnes ne vont pas vont pas forcément comprendre et pourquoi pas, mais le problème c'est de le juger. C'est ça qui est plus problématique. Et pour revenir à ce que tu disais, pourquoi la France? Peut-être parce que nous sommes dans un pays aussi qui est très attaché à des traditions, à un système universitaire avec des diplômes, où le diplôme c'est une manière de se situer dans la société. Et je pense qu'on a peut-être gardé ça, le fait que tu te présentes au monde à travers ton statut social. Oui, peut-être qu'il y a ça. C'est vrai qu'on a d'autres continents où la compétence est plus importante que le diplôme parce que tu peux être un architecte très bien diplômé et faire des choses qui sont strictement, complètement horribles en fait. Ah oui, Enfin, ça je veux dire, n'empêche pas. Enfin, moi, c'est comme lorsqu'on me dit ouais, t'as quel diplôme? Alors, j'ai des certifications et j'ai un diplôme universitaire. Maintenant, c'est vrai, j'ai pas de doctorat. Mais quand on parle de dérives, excusez-moi, je crois que les dérives, elles existent partout où il y a de l'humain. On a des dérives dans le milieu médical, dans le milieu scientifique. Il y a toujours les mêmes profils, quelles que soient les professions, des mythomanes, des gens manipulateurs, des personnes qui sont des génies. Il y a de tout. Maintenant, on est d'accord, la connaissance et la formation sont fondamentales. Bien entendu, évidemment. Et heureusement que nos facultés sont très poussées quand même sur le sujet. Mais c'est vrai que quand on entend parler de dérive médicale, en général, ça implique quand même souvent des personnes qui sont titulaires de leur doctorat, etc. Je veux dire, quand on voit le scandale des dentistes sur Marseille, ou qu'on voit le chirurgien qui s'est fait arrêter pour plus de 297 agressions, notamment sur des enfants. Pourtant, c'était des gens qui avaient leur diplôme. Ça ne garantit pas l'éthique. Ça ne garantit pas une éthique, exactement. Et pour autant, on peut avoir beaucoup de compétences. Mais enfin, c'est pas tellement... Mais c'est même pas le sujet, c'est vrai. Le sujet, voilà. Ça devient très compliqué, cette lumière. Non, Célina! Alors, pour les reels, ça risque d'être intéressant d'avoir une tête de puzzle sur le front. Moi, je trouve que ça permettra de ne pas avoir la reconnaissance faciale. Oui, on regarde? Oui, calme-toi. Oh, c'est trop classe. Oui, calme-toi. Oh, calme-toi. J'ai des super pouvoirs. Oui, alors d'ailleurs, j'ai des super pouvoirs. J'ai mis le t-shirt de Wonder Woman. Alors pas du tout parce que je suis fan de Wonder Woman, pas du tout. Je m'en contrefous un petit peu. Mais ce sont des amis qui m'avaient offert ce t-shirt, donc merci à eux. Mais j'avoue que je suis pas branchée super-héros moi à la base. Ah ouais? Hormis Wolverine, que j'apprécie tout particulièrement. Et d'ailleurs, ça fait écho à un ancien épisode, mais Wolverine, Logan, c'est justement un des choix que j'ai sélectionné pour évoquer la fête des pères. Parce qu'aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode, c'est la fête des pères. C'est aujourd'hui. Voilà. Bonne fête à tous les papas. Et j'avais, du coup, la diffusion arrivera bien plus tard. Mais j'avais envie de partager des références cinématographiques, de la figure du père. Et donc, quand je dis la figure, c'est pas forcément quelqu'un qui est véritablement père, c'est quelqu'un qui endosse le rôle de père. Et c'est typiquement le rôle de Logan. Je trouve qu'il est une magnifique figure. C'est le rôle aussi désolée, je n'ai plus son nom en tête, du personnage de The Last of Us, qui, tour à tour, est le père biologique, puis le père adoptif. Magnifique figure. Comment il s'appelle déjà? Pedro Pascal. Non, mais ça, c'est l'acteur.
Je sais que tu sais. Non, mince, je l'ai plus en tête. Après, Wolverine est quand même un père par destination. Il refuse littéralement l'idée de la paternité ou même d'être responsable de qui que ce soit. Il sait ce qu'il doit à Charles Xavier, donc il reste, si on prend le dernier film, hein, bien sûr celui de Logan de James Mangold. Mais quand il s'agit de s'occuper d'X-23, dont on sait parfaitement que c'est biologiquement sa fille, même si elle est conçue en laboratoire, il y a quand même un refus. C'est pas vraiment... c'est une responsabilité, et créer du lien, c'est aussi accepter à un moment donné de souffrir, de s'exposer à la perte. Tout à fait. C'est pour ça que certaines personnes, malgré des airs durs ou dénués d'empathie, sont finalement des personnes extrêmement sensibles, parce qu'elles ont déjà vécu la souffrance, celle de la perte ou de la trahison ou du deuil, et elles ne veulent pas se réexposer à ça. Donc ça peut se répercuter dans leur relation familiale en tant que parents, mais aussi dans le couple. Ou alors, ce sont des personnes clairement qui ne vont pas vouloir s'engager. En fait, la question, ce serait plutôt quel père aurais-tu aimé avoir dans le cinéma? Bah moi, il y a un sacré mix en fait, hein. J'ai partagé plusieurs photos, je ne sais pas si tu les as vues. Alors j'ai mis Robin Williams dans Madame Doubtfire parce qu'il est d'une tendresse infinie. Par contre, c'est un père parfois un peu exaspérant parce que c'est un vrai gamin. Mais il est ultra touchant. Bah, c'est Robin Williams en même temps. Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre Arnold Schwarzenegger dans Commando parce que, je veux dire, la scène d'ouverture avec le tronc d'arbre et la tronçonneuse, et ensuite le fait qu'il mette Alyssa Milano sur son épaule, là tu dis bon bah ouais voilà quoi. C'est vraiment la figure du papa géant où surtout, tu te dis tu ne crains rien. Et surtout voilà, du père sécurisant. Voilà, c'est la sécurité ultime. Tu sais que ton père, même si tu es à l'autre bout du monde, dans la jungle avec des guerrieros qui t'ont enlevé, tu sais que le mec finira par te retrouver, quoi. Le mec est une montagne en fait. Il viendra te chercher, c'est une muraille. Voilà, c'est ça. C'est le père muraille. J'ai mis aussi le père dans True Romance, qui est un personnage moins populaire, mais que j'adore parce que c'est un peu le vieux briscard. Il me fait un peu penser aussi au père dans Bodyguard, le père de Kevin Costner. Qui lui est un peu plus pantouflard, mais ce sont un peu les vieux pères célibataires. On a ça aussi dans Greenland, dans le premier. Le papa qui est dans sa cabane dans les bois, faut pas l'emmerder. C'est quelqu'un qui est robuste, qui a des valeurs très fortes et qui est hyper loyal et qui est prêt à perdre la vie pour sauver son fils, ses enfants. Et j'adore ce type de personnages un peu bourrus mais qui sont ultra fiables et qui ont une bonne répartie généralement, un côté un peu cow-boy. J'avais aussi évoqué The Last of Us, Logan, et Tony Micheli, de Madame est servie. Moi, gamine, franchement, Tony Micheli, j'étais émerveillée. Je ne savais pas qu'un père pouvait dire je t'aime à sa fille, qui pouvait l'aborder pour lui dire bonne nuit, être son confident. J'hallucinais en fait. Pour moi, c'était clairement de la fiction, ce n'était pas possible. Je me disais, c'est comme ça aux États-Unis, vraiment. Bon, après, j'ai compris que ça pouvait exister aussi ailleurs. Mais ça me faisait rêver. C'était tellement à l'opposé, sans dénigrer le super papa que j'ai eu, c'était tellement lointain, parce que il faut dire aussi que ça fait partie de la culture anglo-saxonne, de la culture américaine, que d'être très expressif. Ils sont beaucoup dans le I love you, I miss you. Nous, on est plus pudiques déjà. On est plus pudique, et puis tu oublies de dire que ton papa était vietnamien. Ah oui, c'est un petit avec quand même donc une pudeur qui est omniprésente. Et aussi, je pense qu'on essaie de retransmettre en grande partie l'éducation qu'on a soi-même reçue, ce qui nous amène à des années bien en arrière finalement pour eux. Et c'est ce qui implique le choc des générations d'ailleurs, hein. C'est ce qui fait que ça rend aussi parfois les choses un peu électriques et conflictuelles. Oui, ça crée des malentendus.
On oublie que nos parents, même si c'est une génération, seulement une génération d'avant, et c'était d'autres codes, d'autres références, et encore plus quand ils sont d'une culture différente. Donc parfois, c'est vrai qu'on peut être un peu dur vis-à-vis de nos parents, mais il faut remettre les choses dans le contexte. Et de la même manière, pour ceux qui, parmi vous, sont parents, bah, peut-être que vous constatez vous-même qu'il y a bah, des choses qui peuvent vous paraître injustes parce que vous pensez faire bien, et puis vous vous rendez compte que vos enfants, bah, ils vont vous reprocher certaines choses. Mais il faut essayer de se connecter, mais ça va parler aussi de l'attention qu'on se porte l'un à l'autre. Il faut Bien une sûr. démarche aussi. Si on reste chacun enfermé dans nos rôles parents-enfants et qu'on n'en sort pas et on en l'avait déjà évoqué, qu'à un moment donné on ne perçoit pas l'autre comme un être humain à part entière avec une vraie curiosité, on peut vraiment passer à côté de quelque chose. C'est dommage. Moi, je crois que j'aurais aimé avoir Yoda comme père. Oh là là. Ah ouais, mais là tu vis super haut, laisse tomber. Mais Ah, il aurait été super dur, n'empêche, hein, je Yoda. vise pas super haut. En fait, et je trouve qu'il a à la fois euh, percé le secret de la vie, c'est-à-dire vraiment, il est capable de voir les choses telles qu'elles sont, et donc de te transmettre ce regard-là, de te dire, regarde, la porte d'entrée, elle est là. C'est à toi qu'il appartient de la franchir, mais elle est ici. Hmm. Tu vois, ça, c'est beaucoup plus simple que quand tu es livré à la vie, que tu n'as pas de père, ou un père absent, ou très peu, et que tu dois tailler ton chemin à la machette, tu vois, dans la jungle. Hmm. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Par contre, le chemin est très enrichissant parce que tu l'accomplis toi-même, mais quand même, Non, ça mais aurait c'est un été cool. maître, c'est plus un maître qu'un père quand Oui, même. oui, d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, quand tu n'as pas ce mentor et que tu dois accomplir ce chemin pour comprendre quelle est la nature de la vie, tu t'enrichis d'une façon différente que lorsque c'est quelqu'un qui te le montre et qui t'invite à bénéficier de son expérience. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc finalement, je serais très tenté d'avoir Yoda parce qu'il a aussi cette douceur, cet amour qui est très compatissant, mais qui est Hmm. capable aussi d'une certaine fermeté, d'une grande sagesse, même s'il n'est pas à l'abri d'erreurs, hein. Il fait d'énormes erreurs en acceptant Anakin de se former. Et il reconnaît ses échecs d'ailleurs dans Star Wars. Donc c'est quelqu'un qui a aussi l'humilité de se Hmm. remettre en question et d'accepter qu'il ait pu être dans l'erreur. Ah bah justement, parlant de Star Wars, dernièrement on rematait la série et le père adoptif de la petite Leia, je le trouve particulièrement... Bail Organa. Mm. ouais, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment... Il y a le côté papa, il y a le côté tendre et en même temps une forme d'autorité, de sagesse. Je le trouve équilibré ce personnage. Oui, c'est un personnage très ancré, très équilibré et très doux, Hmm. qu'il doit aussi à sa fonction de diplomate. Ouais. Parce qu'il est sénateur. Là, je déborde, mais parce que son image a surgi. Je le verrai pas en tant que père, mais en tant qu'oncle Hagrid. J'adore Hagrid. Ouais, Hagrid, c'est le Hagrid, tonton. pour moi, c'est le parrain. Je sais pas, tu vas voir sa cabane, il a forcément des secrets à te partager, les monstres, il va t'apprendre plein de choses en fait. Oui. Tu vois, il y a un côté Ouais. joueur, sage et puis ultra réconfortant aussi. J'aime bien les figures de géants en fait. En fait, Hagrid, il a une fonction assez particulière qu'on retrouve un peu chez les tontons. Je le dis parce que moi, je suis tonton de deux super neveux. Et il y a ce côté où, en fait, on n'a que le meilleur à offrir. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, les neveux nous voient. Ok, c'est pas mon père, c'est pas lui qui va m'emmerder avec le cadre, entre guillemets, hein, je le dis gentiment, parce que le cadre, on sait tous qu'on en a besoin pour que l'enfant évolue en sécurité. Mais c'est pas le rôle de l'oncle. L'oncle, finalement, c'est presque la meilleure place qu'il Mm. puisse avoir au sein de la famille, dans le sens où il peut tisser un lien exceptionnel avec ses neveux, et vraiment pouvoir passer des valeurs, pouvoir passer du rire. Il n'y a pas la même pudeur, parce que finalement, quand l'enfant grandit, qu'il commence à découvrir sa vie d'homme, c'est-à-dire à ne plus être un enfant, mais à être autre chose avec des désirs différents, des désirs d'émancipation, évidemment une intimité qui commence à naître, etc. Il y a une séparation, une sorte de rupture, enfin, de ce que j'ai pu observer, qui se crée avec les parents. Il y a une certaine distance qui est saine d'ailleurs, mais cette distance aussi,
elle empêche le copinage. Mm. Et c'est très bien que ce soit là. Mais l'oncle peut s'approprier ça. Ouais. Et à travers ce copinage, l'oncle peut aussi devenir du coup un confident, Enfin, un complice. s'approprier, ça vient naturellement si la complicité est là. Et évidemment, Il peut prendre cette place. évidemment, il faut que tout le monde, voilà, il Bah faut oui. que tout le monde prenne la place, prenne cette place-là et ce rôle qui permettent ça. Mais je trouve que c'est assez cool ça. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'adore mon rôle de Tata Céline. Et puis c'est trop cool. Enfin, n'étant pas parent, c'est trop bien d'avoir cette possibilité, d'avoir cette place un peu protectrice, de confidente, de conseillère. Et il y a un côté effectivement plus Copain. copain. Il y a un côté copain Ouais. et donc dans le côté copain, il y a ce côté où on n'a pas besoin de garder ses barrières vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère, etc. Et c'est vrai que la parentalité qui copine n'est pas toujours un super modèle parce que l'enfant aura toujours tendance à repousser les limites. Il ne sait pas dans quel cadre il peut évoluer en sécurité, il a tendance à repousser les limites. Et moi, j'ai toujours été très choqué par les parents qui copinaient trop Bah, avec regarde, leurs enfants. Madame Doubtfire, c'est le point de départ. Il est Oui. il se met trop au niveau de ses gamins. Alors c'est super, ils sont super complices, mais Mais le il problème dit- c'est qu'il prend pas sa place de C'est père ça. en termes de figure d'autorité qui met des limites. Il est dans l'amusement. Et donc, il dysfonctionne. Il dysfonctionne parce qu'il n'est pas capable de maintenir un cadre, ne serait-ce que pour lui aussi, de prendre ses responsabilités, de grandir. Et le problème, c'est que pour la stabilité d'un foyer et surtout l'éducation de ses enfants, il faut quand même avoir des racines fortes, profondes, et être capable de traverser les tempêtes. Et pour ça, il faut être ancré. C'est-à-dire, il faut être quand même avoir vécu déjà, je pense, un petit peu, et avoir des racines solides. Alors j'ai envie de faire une transition vers une autre thématique qui est proche de la figure paternelle, mais qui a encore un autre rôle, c'est la figure du mentor. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Déjà parce que c'est proche, quand même, parce que les deux peuvent s'associer, mais voilà, se séparer, mais aussi parce que dernièrement, dans notre dernier épisode, nous avons évoqué le rapport à la performance. Et après avoir tourné cet épisode, je t'ai dit, oh là là, mais attends, il y a vraiment un film qui est incroyable pour incarner le rapport à la performance dans son extrême, enfin il y en a plusieurs, mais enfin quand même, Whiplash, exceptionnel, Whiplash. Si vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le, mais il faut le voir parce que ce film est une histoire autour de l'excellence, de l'art, de la musique comme performance non pas seulement artistique, mais aussi sportive, puisqu'on suit un musicien qui joue de la batterie et qui veut vraiment toucher les étoiles. Et pour ça, il accepte, on va pas spoiler, mais il insiste pour intégrer une école dont le professeur est totalement tyrannique, parce que c'est quelqu'un qui est obsédé par l'excellence et qui peut vraiment se comporter comme un vrai connard. Et qui est formidablement joué par J.K. Simmons, Ouais. qui est un acteur formidable que j'ai découvert personnellement dans la série Oz, dans la série carcérale, qui a été un succès phénoménal mondial, et où il joue le rôle d'un dirigeant ou d'un groupe nazi. Ça lui va comme un gant. Et donc on comprend pourquoi il a ce rôle un peu tyrannique. C'est un film vraiment exceptionnel, un bijou d'écriture aussi. Une écriture assez remarquable, qui frise un peu le film d'auteur, je trouve, par moment. Oui, C'est très léger. C'est un drame. Mais d'ailleurs, je parle dans la sobriété de la réalisation. Oui, on vous recommande aussi, je pense qu'il est visible sur YouTube, le court-métrage qui a été le précurseur du long-métrage et qui montre une scène en particulier. Alors ce n'est pas le même casting, mais ça montre déjà à quel point le réalisateur avait déjà une vision de son film. Donc son court-métrage est une séquence. Cette fameuse séquence où l'acteur ou le héros arrive dans cette salle de classe. Oui, et puis ce qui est très intéressant, c'est que chacun peut en tirer la conclusion qu'il veut au sujet de ce film. Est-ce que ultra performer pour toucher à la réussite est une bonne chose, ou quitte à en assumer toutes les conséquences, ou est-ce qu'il faudrait plus se modérer, quitte à être peut-être un petit peu moins bon techniquement? Mais c'est ça qui Ou alors y a-t-il d'autres chemins?
Y a-t-il d'autres chemins? Mais c'est ça qui est très beau avec la musique, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être un monstre, un géant technique pour pouvoir exprimer une sensibilité. Et oui, parce qu'on est dans l'émotion. Contrairement à une performance sportive ou, je sais pas, par exemple, à une performance de gymnastique, là, on n'est pas dans l'émotion, contrairement à un numéro de patinage artistique. Mais quand c'est une activité sportive froide où on est dans la perf pure et dure, là, la question se pose d'autant plus. On va retenir que le résultat. Et donc, à partir de là, se pose la question, la fin justifie-t-elle les moyens? Mais ça va aller nous chercher dans nos limites, dans nos valeurs, dans notre éthique. Et d'ailleurs, on peut se la poser à nous-mêmes, cette question. Parce que quand on parle de consentement, on parle de consentement dans la sexualité, mais aussi au quotidien, dans la relation de couple, dans sa famille, dans ses relations professionnelles. Et donc, pour obtenir un résultat, est-ce qu'il faut forcément tout accepter? Et là, dans ce film, c'est quand même une question qui est posée et on reste avec cette interrogation. Est-ce qu'il aurait été possible d'arriver à ce niveau d'excellence autrement que par ce chemin ultra exigeant où il y a forcément de la souffrance? Le résultat est admirable, mais le chemin est très questionnable en fait, parce qu'il abîme énormément, mais en même temps, il y a aussi une histoire de lâcher prise dans ce film. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce film, il y a une rupture dans l'itinéraire du héros. Et ça change tout. Il y a beaucoup de choses qui sont questionnables, mais c'est surtout qu'on peut en tirer vraiment de multiples leçons. Le chemin est aussi enrichissant que le but. Et c'est un petit peu, effectivement, tu fais le parallèle avec la danse classique, c'est un peu la même chose. Tout comme on a dans les arts martiaux aussi, à très très haut niveau, j'entends. C'est-à-dire d'arriver à une telle maîtrise technique qu'à un moment donné, les choses deviennent spontanées et c'est tout le thème du film puisque ça tourne autour du courant du jazz pour que le jazz devienne complètement free, c'est-à-dire du free jazz, être complètement spontané. Mais pour arriver à la décontraction et à la détente de cette spontanéité, il faut passer par ce chemin qui va nous détruire. Qui va détruire tous les concepts qu'on a. Et l'ego, en fait, finalement. Oui, l'ego. Parce que il y a un peu de. Enfin, il y a de ça, j'ai quand même l'impression que d'un côté, le musicien, il joue sa partie, il prend sa place. Donc, il y a de l'ego. Il est dans cette volonté d'exister. Donc, il ne peut pas s'effacer. Mais en même temps, c'est comme ça que je le perçois dans ce film-là, c'est que ce fameux lâcher-prise, pour moi, il est dans le fait d'arrêter de vouloir prouver quelque chose, dans cette tension qui consiste à se dire « je dois mériter d'avoir la reconnaissance », il dépasse ça pour être dans cet état de flow, de transe, où il n'y a plus de « je veux », c'est « je fais », « je sens ». Je pense que l'excellence, elle est là à un moment donné dans le niveau artistique, c'est de dépasser la technique pour être dans cette liberté, cette créativité, mais pour arriver à ça, il faut s'en bouffer de la technique. Et on est obligé de... Bien sûr, il faut s'en bouffer. Tout comme toi dans les arts martiaux. Il ne faut pas oublier que la technique est ce qui va te permettre de t'exprimer en termes de sensibilité. C'est-à-dire que la sensibilité seule ne peut rien faire. C'est-à-dire que, ok, tu peux avoir une grande sensibilité pour la musique, pour la mélodie, pour les notes, pour ce que tu veux, mais si tu n'as pas travaillé ta technique au piano ou à la guitare, tu ne pourras jamais l'exprimer. Enfin, quel que soit l'instrument d'ailleurs. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est comment, en fait, on a deux personnages qui sont aux antipodes, mais on a quand même la question du mentor, puisque c'est ça le thème principal, et comment est-ce que le disciple... c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film, il y a une relation qui est presque de maître à disciple, c'est ce qu'on appelle le système Shetu en chinois, la relation de Shofu, du maître-père, entre guillemets, et Trudi du disciple, donc Shetu. Et en fait, on a cette espèce de nivellement où même lorsqu'il y a cette rupture dont tu parles tout à l'heure, pour qu'on essaie de ne pas spoiler, le maître sait qu'il ne faut pas abandonner. Tu vois, il sait qu'il ne faut pas abandonner son disciple, même quand il se trouve dans le pire état qui soit, et même si c'est lui-même qui est le générateur de ce pire état. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que il y a une scène qui est emblématique dans ce film,
où J.K. Simmons joue du piano et explique dans une anecdote comment... bon, je vais pas spoiler ce moment-là, parce que c'est trop Bon, difficile. après, le film a été diffusé il y a longtemps. Bien sûr, mais on parle de Charlie Parker, par exemple, quand il est devenu Birdie, et on comprend que c'est un drame pour lui lorsqu'il côtoie du talent, et que ce talent, par manque de travail, ne peut pas se hisser, si tu veux, au niveau du génie. Parce que là, on parle de génie. Et donc, lorsque le mentor perçoit le génie chez son élève, et que son élève, par flemmardise, par confort, par... Enfin, là, c'est pas de la flemmardise, hein, dans le non, film, non, il mais, est acharné. Non, mais bien sûr. Mais il sait que c'est le mentor. N'oublie pas que le mentor sait. Le disciple ne sait pas encore, parce qu'il n'a pas encore parcouru le chemin. Le mentor sait ce par quoi le disciple doit passer pour se hisser à ce niveau de génie, pour exprimer son génie. Donc, il va lui imposer de travailler ça jusqu'à ce qu'il y parvienne. C'est son rôle de mentor. Oui, quitte à être détesté. Ce n'est pas au disciple de définir le niveau de travail dont il a besoin. C'est au maître et au mentor de le faire. Et ça, c'est tout ce qu'on a perdu dans notre société aujourd'hui. C'est ce qu'il reste encore un petit peu dans les sociétés martiales qui sont un peu marginales encore en Chine, c'est la relation de maître à disciple. Nous, autrefois, quand on avait des peintres, on avait un maître et son disciple, on suivait tel maître, on sortait de l'école de, je sais pas, Vermeer, de Jean-Jacques Henner, etc., etc. Et on avait la même chose pour les architectes, on avait la même chose pour les tailleurs de pierre, on avait la même chose pour les artisans, les menuisiers, les charpentiers, etc. Et d'ailleurs, on parle bien de maisons de maîtres qu'on côtoie encore aujourd'hui, qui ont d'ailleurs, pour être vendues et démultipliées, c'est un aparté, mais c'est très symbolique. On les a coupées en 4, en 5, ces maisons, pour les vendre en morceaux. Et toute cette relation de maître à disciple, c'est ce qui a disparu. Et c'est ce qu'il faut impérativement, à mon sens, que l'on restaure. Parce que c'est comme ça que le savoir se passe. Et qu'il se conserve à travers les âges, les compétences que les êtres humains ont accumulées depuis des centaines d'années. C'est comme ça qu'elles se conservent à travers le temps. Oui, mais pour ça, il faut donner de la reconnaissance dans notre société à l'effort, remettre du mérite. Et aux enseignants. Et donc le goût de l'effort, mais la reconnaissance de l'effort. Et à la position d'enseignant. Ouais. Regarde où en est la position. Regarde comment les enseignants sont traités aujourd'hui. Parlons de la super série. On parle en France, par exemple. Coréenne. Regardons comment le statut d'enseignant a évolué depuis la fin, en fait, depuis le début de la laïcité. C'est très simple. Depuis le début de la laïcité, le statut d'enseignant n'a fait que décroître. Ouais, et alors justement, ça me fait penser à une super série qu'on vous recommande qui s'appelle Que ça vous serve de leçon. Oui. Série coréenne qui parle très bien de cette crise qui ne touche pas que la France ou l'Occident, mais on constate que c'est aussi problématique dans d'autres pays. Donc c'est une série qui parle du harcèlement qui va très loin, avec ce talent chez les Coréens de mélanger les genres. Donc vous pouvez passer du rire aux larmes en passant par des scènes assez violentes, mais elle est brillante cette série parce qu'elle parle justement de cette difficulté de la part des enseignants à être tout simplement respectés et par les élèves et par les parents. Voilà, c'était la petite parenthèse. Tout à fait. Elle est sur Netflix. Mais ce que je voulais dire, c'est pas tellement à partir de la laïcité, mais vraiment à partir des années 70, à partir de mai 68 en fait, qui a changé beaucoup le rapport aux enseignants, à partir d'une certaine idéologie, on va pas faire de politique, qui a envahi les universités et qui fait que les étudiants ont commencé à faire grève, ont commencé à être des outils de manipulation, ont commencé à, si tu veux, se révolter contre les détenants du savoir. Mais à un moment donné, tu le sais bien, puisque tu as un papa qui était vietnamien, on ne remet jamais en cause l'enseignant. Et ce n'est pas tellement par dogme, mais c'est parce que le jour où quelqu'un fait ça, il y a tout qui se morcelle et on perd la cohérence et la cohésion de l'enseignement et de la force de passation du savoir. Et ça, c'est très important. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que moi-même, j'ai été enseignant pendant 25 ans, je le suis toujours. Et je me pose toujours la question de savoir si
je pourrais redonner des cours à des enfants. Tu vois, aujourd'hui, en 2026, compliqué, hein. Déjà avec, pour avoir l'attention. avec le pouvoir de concentration qu'ils ont, Ouais. et avec effectivement ce manque de respect du cadre et de l'enseignant. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Parce que dès que je ferme la porte, je pense qu'ils savent où est-ce qu'ils sont, avec qui ils sont. Mais je suis dépité de savoir, pour bon nombre de mes élèves qui ont été enseignants, qu'ils ne sont pas si respectés que ça aujourd'hui. Hein. Et c'est un euphémisme, bien sûr. C'est un vrai On sujet. vous engage vraiment à regarder cette série parce que Elle est réjouissante. elle est Elle est vraiment... réjouissante, pourquoi? Parce qu'elle rétablit un sentiment d'injustice en illustrant clairement une réponse physique, radicale, et tout ça avec un certain humour. Donc c'est très fort. Et c'est très frais. Oui, c'est plein de fraîcheur. Les personnages sont extrêmement attachants. C'est intelligent, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime les super-héros. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des personnages à un moment donné qui vont dire stop, ça suffit. Et bah voilà, ils vont à un moment donné passer par l'action, par une forme de violence, mais c'est une violence qui rétablit la justice, qui redonne de la place, de la dignité aussi à d'autres personnages qui sont anéantis. Enfin, on parle quand même de situations très graves, de cas de suicide de la part de certains élèves ou de certains enseignants. Ouais, le taux de suicide en Corée est très très élevé, et notamment par la pression, évidemment, sociale, financière, etc. Mais c'est une série qui est vraiment très réconfortante. On se régale réellement de voir les injustices réparées. Alors ça, ils ont un talent fou pour monter le personnage en patate, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vraiment gonfler cette envie chez le téléspectateur de voir la justice rétablie, et quand ça arrive, c'est réellement une tension qui s'en va, qui s'apaise, et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est drôle parce que quand tu décris ça, ça me fait penser à Hulk. Je me souviens quand je regardais Hulk petite, et à chaque fois, Hulk, c'était des situations d'injustice. À chaque fois, il se faisait emmerder par des gros lourds, et qui me font un peu penser à certains mecs de Facebook, parfois dans leurs commentaires. Enfin, ces personnages qui prennent beaucoup de place, qui ont besoin de bousculer, qui ont besoin d'être grossiers. Enfin bref, c'est leur manière d'exister à eux. Et à chaque fois, moi, gamine, je regardais Hulk et j'étais irritée. Je disais, mais arrêtez, laissez-le tranquille. Et en même temps, il y avait cette impatience qu'il se mette en colère. Qu'il ait les yeux verts. Parce que ça... Ouais, et qu'il craque sa chemise. Et parce que d'un côté, c'était, oh non, le pauvre, vous l'avez trop fait souffrir. Et en même temps, ouais, vas-y, Hulk, montre-leur, donne-leur une bonne leçon. Il y a ça avec Rambo aussi. Il fallait pas le chercher. Et puis, il y a quelque chose que je voulais dire aussi, c'était que remettre en cause l'enseignant, c'est enlever toute capacité d'humilité. Et donc, quand on manque d'humilité, quand on a trop d'orgueil, de confiance excessive, c'est un des plus grands obstacles à l'apprentissage, donc à la progression de l'individu et aussi du travail sur soi. Même si tu as pu dire que j'étais expert dans certains de mes arts, comme tu le sais, d'ailleurs je m'en vais encore demain pour le sujet, ça ne m'empêche pas d'aller en Chine, de continuer à être sous l'égide d'un maître, parce que je pense que même lorsqu'on maîtrise un petit peu quelque chose, ou que l'on se rend expert de quelque chose, je pense que c'est très important de conserver l'humilité, de continuer à apprendre. Alors déjà avec la civilisation chinoise, quand on a une civilisation qui a plus de 5000 ans, bon, c'est pas dans une vie qu'on va ramasser ou qu'on va réussir à accumuler 5000 ans de savoir. Mais surtout, ça permet de garder cette qualité profonde, de continuer à écouter l'autre, de continuer à être en ouverture à l'autre, et de ne pas être dans ces certitudes qui nous rendent cons, en fait. Faut-il encore, bien choisir l'autre? Non seulement con, mais acariâtre en plus en vieillissant. Oui, mais il faut bien s'entourer. Oui, parce que si c'est pour accueillir la personne d'un gourou, de quelqu'un qui se prétend expert... Alors ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu soulèves.
Parce que ce n'est pas parce qu'on accepte d'avoir un maître ou de prendre un maître qu'on accepte d'être pris pour un con, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'un maître, ça s'évalue. Si je veux pas être pris pour un con, je prends le temps d'évaluer la personne avec qui j'ai envie d'apprendre. Ça c'est important. C'est comme le mariage. Mais c'est aussi une capacité à se soustraire à toute forme de dogme. Ça, c'est très, très important. C'est hyper important. C'est extrêmement important parce que le maître est là pour te rendre libre à travers ce qu'il va t'imposer. C'est ça qui est paradoxal. Mais si le maître, tu sens qu'il y a cette pression, tu sens que les choses sont plus ou moins à sens unique, si tu sens qu'il y a ce côté être sous la coupe d'eux, et que tu te sens pas à l'aise avec ça, c'est pas normal. Donc Tol Sadoum, pas trop quoi. Parce que lui, c'est son discours de dire je vais te libérer. Tol Sadoum c'est le discours de tous les gourous de dire écoute-moi, je vais te libérer. Et d'ailleurs, Conan est au début des années 80, ce film. Ouais. Au début des années 80, il ne faut pas oublier que les États-Unis traversent une période de crise profonde dans les années 70, où donc on a les beatniks, on a les hippies, on a tout un tas de gens qui reviennent d'Inde avec des concepts très particuliers sur les gourous. Au chaud aux États-Unis d'ailleurs. Mais exactement, c'est à lui que je faisais référence aussi. Il y a beaucoup de sectes qui se forment aux États-Unis. Et donc, à ce moment-là, je pense que Oliver Stone et John Milius ont l'intelligence d'intégrer dans le pitch de Conan cette notion. Oliver Stone était parti sur un truc d'extraterrestre, sachez-le, pour les fans de Conan. Ça a été largement remanié. Mais dans le produit final, entre guillemets, on a l'intelligence de voir ce principe de secte être discuté. Et ça, c'est vraiment très bien. Et on voit que Tol Sadoum est finalement très égocentré, même s'il a de la compassion pour ses proches directs, c'est-à-dire pour Rexor et l'autre. Il a de l'amour pour son serpent. Oui, mais que pour son serpent. Mais justement, il a une personnalité qui est très border. Il est chagriné. Il est très border, en fait, Tol Sadoum. Ah oui. Et aussi très narcissique. Il est profondément il se la narcissique. pète un petit peu quand même, le monsieur. Je vous ai observé depuis 1000 ans. Mais c'est ce qui lui procure aussi son charisme. C'est pas le rôle du maître. Le maître doit être capable le dictateur. De vous amener à son propre niveau et d'être très heureux même que vous le dépassiez, parce que un vrai maître ne doit jamais se mettre devant sa discipline, mais il doit être un vecteur, tout en ayant contribué à l'enrichissement de sa pratique. Moi, je ne veux pas dire, mais quand même, vous remarquerez que j'ai réussi à replacer Conan dans cet épisode, l'air de rien. Il n'y aura pas un seul épisode sans que nous évoquions à un moment donné Conan le barbare, que les choses soient claires. C'est très clair. Voilà, merci. Oui, parce que mon époux me reprochait, il y a encore quelques heures, de faire un post sur Instagram avec une photo issue de Conan le barbare. Oh, ça suffit, tu vas pas remettre Conan. Non mais, attends, et qui regarde Predator tous les 3 jours et Alien tous les 2 jours, hein? Alors j'ai bien le droit de faire mon petit post de Conan le barbare, d'autant plus quand cette journée de fête des pères, ça me semblait totalement adéquat, pour ne pas dire ultra pertinent. Ou quelque peu approprié. C'est exact. Mais c'était un test. Ah, c'était un test. Mais le père dans Conan le barbare, excusez-moi, on le voit très peu, mais le gars, mais en quelques minutes, c'est bon, quoi. Si tu dis, mais ok mec, c'est bon, je veux bien que tu sois mon père. Mais en fait, ce qui est incroyable dans T'as tout dit, quoi. Ce qui est incroyable dans cette scène, c'est que si tu te souviens bien, elle se fait en plein milieu des montagnes. Et le père, le père est une montagne à lui tout seul, déjà. Ouais. Quand il s'exprime dans sa posture, l'épée à la main, planté dans le sol. Mais il est tendre en même temps, il est pleinement avec son fils. Il regarde Conan de haut, mais pas de trop haut. Ouais. Il le regarde déjà comme, il lui parle déjà comme si c'était presque un homme. Bah, c'est un homme en devenir. Il le considère. Il a un regard mature. Il sait que c'est un être et un homme en devenir, exactement. Il sait que c'est un être qui est non seulement enfant pour le moment, mais qui sera adulte. Donc il n'est pas en train de lui dire « Alors mon petit Conan, et comment ça va? Est-ce que tu as bien joué dans le bain avec tes petits canards en plastique ?» Non, il n'est pas dans ça, tu vois. Il sait qu'il va devoir tâter de l'épée,
Le mec, il sait qu'il va devoir couper des têtes, si tu veux, à des gens. Et donc, il lui dit à quoi il doit se fier pour ça. Et la seule chose à laquelle il doit se fier, L'essentiel. c'est son glaive. Voilà, c'est son épée. Ne faire confiance ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. Exactement, allez, fous le camp du coup. Oh, pourquoi t'es méchant? Parce que t'es une femme. Oh, mon T'es un peu amour. une bête aussi. Ouais, je suis une petite créature. Ouais, ça me fait rire ça. Il y a aussi un truc, c'est que il s'adresse à Conan, qui est quand même encore enfant, comme si c'était un homme en devenir. Et par ça, ce que je vais dire aussi, c'est que on peut très bien transmettre à un enfant, lui dire des mots évidemment qui sont entendables à son âge, mais aussi parfois dire des choses qu'il ne va pas forcément pleinement capter, mais ça va être des petites graines qui vont rester dans son esprit, qui vont pouvoir germer, et un jour ça va faire un déclic. Donc il y a ça aussi, c'est que forcément il y a des choses qui peuvent rester abstraites pour Conan, en se disant bon ok je comprends, ces phrases sont intelligibles, mais ça n'a pas encore de consistance pour lui. Et c'est plus tard qu'il peut mesurer en fait la sagesse de ses paroles. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, au revoir. Non, j'ai frotté ton micro. Bah bravo. Attends. Bon, moi je commence à avoir faim en fait. Oh non. Si. Non. Et on n'a pas commandé de burger Montre-moi cette fois-ci. Quoi? On n'a pas commandé de burger. Ouais, mais on a de la salade. On a des courgettes. Oh, tu vas te transformer en herbivore. Oh, t'es pas obligé de pleurer. Tu vas pas pleurer quand même. Non mais j'ai faim. Et Bah, quand t'as j'ai faim, j'ai du mal à me concentrer. Ok. Bon, est-ce qu'on peut clôturer cet épisode? Alors je pense que oui. Oh là là, on avait dit qu'on ferait, Est-ce on que avait je dit peux- qu'on ferait une demi-heure, est-ce on que a je fait peux 50 on a fait 52 minutes. Ah bah Est-ce bravo. que je peux montrer mes muscles ou pas? Je sais pas si les gens écoutent jusqu'au bout. Je sais pas Au si... cas où, moi je pense que ça serait bien de parler d'un truc super clivant, genre un truc ou super intime, juste pour vérifier s'ils écoutent jusqu'à la fin. Ouais, je suis d'accord. Con. Allons-y. Alors, pour remercier ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout, on vous offre une petite vidéo bonus. Allez mon amour, montre tes pieds. Non, ne fais pas ça. Quel est le mot de la fin? J'ai épousé cet Il y a homme. une japonaise qui va mourir. Chaque jour, je choisis de me réveiller à ses côtés. Et le pire, c'est que j'en suis heureuse. Est-ce qu'on voit bien les muscles là ou pas? Alors tiens, je vais partager une dernière petite anecdote. Je vais Oui. balancer un sujet intime. Allons-y. Alors, ce n'est pas du tout pour dénigrer mon cher et tendre époux qui Allez, est ça y est. admirable. Là, alors, Non, là, non, alors, non, non, quand non, il y a non. une phrase introductive comme ça, Je pose le cadre. derrière, Non, c'est ça pas va pour être... balancer. Non, non, mais Je si t'admire, c'est pour tu es balancer. incroyable. Bon, tu- mais c'est bon, stop, on peut couper là. Non, mais... C'est bon. Non, mais tu... Attends, c'est pas méchant. Allez, vas-y. Non, c'est que... Non, mais il y a plein de choses que tu fais à la maison que moi, je ne fais pas. Donc, on n'est pas dans cette guéguerre à compter les points. On n'en est pas là, pas du tout, quoi. On va dire que Mais- généralement, la plupart du temps, Oui. c'est moi qui passe le balai pour nettoyer la cuisine. Ok. Bon, rien de mal à ça, je veux dire. Et encore une fois, moi, il y a Ok. plein de choses que je ne fais pas et c'est toi qui les fais. Ouais, comme quoi. Bon, je sais pas. S'occuper de la moto. Et en fait, ce matin, drame. Mon Dieu, le grille-pain Dark Vador a perdu une espèce de petit élément métallique, une sorte de vis qui fait partie de son casque. Et on est bien d'accord que c'est problématique parce que d'un seul coup, ce n'est plus symétrique et ça fait partie du casque. Donc là, c'est le drame. Et j'ai vu mon époux faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Allez, Après ça y toutes est. ces années de mariage, où ce n'est pas juste je vais passer un coup de balai et voir ce qui ressort de ça, voir ce qui... Non, 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 non. Toutes les chaises renversées sur la table. Et là, j'avais l'impression que c'était, mais genre, le gros ménage de printemps. J'ai jamais vu ça. Attends, mais... Je ne savais pas que tu étais capable de faire ça. Non, mais chérie, Et attends. j'étais impressionnée. Mais Non, mais bravo, parce qu'il l'a retrouvé. Bien sûr que je l'ai retrouvé, mais qu'est-ce que tu crois? Non, toi mais bravo, bravo. Je suis déter, Non, moi. c'est juste que... C'est pas ça, mais il faut bien quand même se rendre compte d'un truc. Petit 1. Ce grille-pain a une histoire Oui. profondément aussi Oui. mélancolique que l'histoire de Dark Vador lui-même.
D'accord? C'est-à-dire que le grille-pain, On a les images. Hein. c'est un truc que je rêvais d'avoir depuis un moment. Bon, Je t'ai fait une surprise. ma femme m'offre, donc toi, m'offre ce grille-pain. Mais c'est pas juste un grille-pain, parce que là, comme ça, les gens vont se dire les non, mecs, ils attends, font toute une histoire autour Non, de non, on des fera une grille-pains. vidéo spécifique Non, pour ce c'est pas un grille-pain. grille-pain, c'est le casque de Dark Vador qui Oui. vous sert des toasts. Oui. C'est pas la même chose. En respirant et en faisant des bruits de sabre laser, ouais. en s'allumant en rouge, Putain. etc. Voilà. C'est un grille-pain qui vient des États-Unis, D'Amérique. chers amis, des États-Unis, ok? Donc il est en 110 volts. Quand je suis arrivé, j'étais tellement excité que je l'ai branché comme un couillon. Et je t'avais quand même dit, tu penses pas qu'il faudrait mettre un petit adaptateur? Mais ça n'aurait pas suffi. De toute façon, on ne l'avait pas. Et donc, par la suite, j'ai acheté un adaptateur monstrueux qui est 2 fois plus gros que le grille-pain lui-même Ça pourrait être un ampli Marshall pour vous donner un pour ordre pouvoir encaisser la puissance nominale de démarrage de l'appareil sans faire sauter les plombs à la maison. Ok? Tu aurais pu prendre un modèle plus petit, Voilà. mais tu Mais bon, es du genre à faire des choses on me jusqu'au l'a bout. fait cramer. Moi, par culpabilité, je l'ai racheté. Ce grille-pain, je l'ai racheté. Ouais, mais quand on dit qu'on... Non, c'est pas vrai, on l'a pas fait cramer. Il faut raconter l'histoire telle qu'elle a été, et nous avons les images à l'appui, il faudrait que je les retrouve. Il n'a pas cramé, c'est le casque de Dark Vador qui était tellement vénère qu'il a pris feu. On avait mis un petit toast de manière totalement innocente, on filmait, on avait des étoiles dans les yeux, on était émus parce qu'il y avait justement la respiration de Dark Vador, les bruits de sabre laser, et on attendait comme ça, complètement fasciné par la beauté de ce mécanisme fabuleux. Et on a commencé à percevoir des flammes émerger du pain, en restant sidéré. On peut appeler ça un état de sidération, parce qu'à ce moment-là... Ne spoil pas trop. Ben non, je raconte ce qui s'est passé. À ce moment-là, moi je me dissocie. Il y a une part de moi qui se dit... Non, il y a 3 parts. Il y a une part qui se dit, putain, c'est trop badass, c'est magnifique ce qui est en train de se passer, c'est fou. J'ai l'impression de voir des flammes émerger. La deuxième partie qui se dit, putain, mais en fait, ça serait pas un peu dangereux ce qui se passe? Je suis pas sûre que ce soit normal. Et la troisième partie qui se dit, ouais, mais enfin, quand même, c'est trop badass. J'ai quand même envie de voir jusqu'où ça peut aller. Bon, après, il y a la quatrième partie qui est celle de la survie qui consiste à éteindre le feu. Ouais, c'était quand même trop badass à 200 balles, quoi. Ouais, mais... Bon, bref, je Vador, rachète ce grille-pain en prenant bien soin d'acheter le transformateur qui va avec cette fois. Et là, on était en paix. Mais tu comprends bien que quand je perds une vis du masque de Vador à ce moment-là, c'est un drame. C'est comme la montre dans Pulp Fiction. Donc oui, je mets les chaises sur la table, je passe le balai de partout, et j'aurais léché le sol s'il le fallait pour trouver cette vis. Il est pas... Mais tu te rends pas compte. Mais si, je me rends compte. Un Vador asymétrique. Je ne te juge le pas. truc, il a le masque comme ça, il a une pointe argentée, de l'autre côté, elle n'est pas là. Déjà, ne serait-ce que insupportable, la symétrie. Comment les concepteurs ont pu faire un masque de Vador comme ça, qui soit asymétrique? C'est un non-sens absolu. Non, je suis d'accord. Non, mais attends, c'est pour ça que je l'ai dit en pause de cadre. Je ne dis pas ça pour te dénigrer. C'était juste pour raconter une petite anecdote intime que nous allons utiliser en teaser. Et les gens voudront voir ce podcast, cet épisode jusqu'au bout en se disant « Mon Dieu, mais qu'est-il arrivé au casque de Dark Vador ?» Et nous venons de passer la barre des 1 heure alors que nous étions promis de faire un petit 30 minutes. Mais c'est comme ça, c'est la passion. Mieux vaut tard que jamais. Non, on montre pas ses pieds aux téléspectateurs. Oh, mais ça ramène de l'argent. Que dirait Michel Drucker? Ça ramène de l'argent. Voilà. Mais... Non. Est-ce que vous êtes prêts à payer pour voir les pieds de mon mari? Parce qu'on peut s'arranger. On peut en parler, vous envoyez des DM, on en reparle, parce qu'il y a peut-être un bise à faire autour de ça. Tiens, je te fais la bise déjà, ça sera pas mal. Bon, eh bien, alors là, les jeux de mots de Zikos, franchement... j'ai envie de partager un dernier truc, parce que c'est... Non, on a passé la barre des 1 heure. Tu feras dans le prochain podcast, on change de t-shirt, on fait notre podcast. Ouais, mais j'ai faim. Mais on peut faire entre les deux. Bon, allez, vas-y, balance ton truc. Non, tu m'as cassé dans l'œuf. J'ai plus envie. Je partagerai pas. Je le garderai pour moi. Allez.
Et je vais pouvoir jouer à la PlayStation pendant qu'elle tourne l'eau. Allez, c'est parti. Cet épisode doit prendre fin. Et vous regardez Whiplash et vous nous postez vos commentaires et vous nous partagez vos références de films autour de la performance, des figures paternelles et des mentors. Vous avez 3 devoirs à faire à la maison. Si vous ne le faites pas, on vous retrouvera. Allez, à bientôt.